Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Présentement, le C, il y a plusieurs cartes qui avancent un peu à venir dans le futur. Donc, on a la 331 qui arrive bientôt, qui a été annoncée complètement. Puis également la 333 qui est annoncée donc à Abu Dhabi avec Volkanovski versus Evloev, puis Merab versus Pitorian sur la carte principale. Puis là, on a comme un peu un trou entre les deux. On a le C 332 à Salt Lake City, qui n'a pas de main event en fait. On a eu quelques annoncements sur la carte de combat, notamment Peyton Talbot versus Davison Figueiredo. Mais je me suis dit que les gens paniquent beaucoup en fait en ligne. Ils se demandent qu'est-ce qui va se passer parce que là, il y a beaucoup de gens blessés. Il n'y a pas vraiment de disponibilité de certains combattants. Puis là, la carte arrive dans 2 mois à peine. On n'a pas de carte en fait principale. Donc moi, je sais que je vais régler cette situation-là. Je vais essayer de construire de manière réaliste. On s'entend une carte pour le 332. Puis ça va être intéressant, ça va être important de rester jusqu'à la fin. Parce que je vais apporter certaines nuances sur peut-être des changements à faire sur ma carte qui pourraient peut-être rendre meilleure ou moins bonne la carte. Parce qu'on s'entend que je pourrais faire une carte de malade mental. Mais ça se pourrait clairement que ça n'arrive jamais à cette carte-là éventuelle. Donc je pense que c'est vraiment m'attarder à des combats qui seraient très possibles en fait pour la carte principale notamment. Puis je vais essayer vraiment de vous présenter des matchs qui pour moi font sens en fait par rapport à la timeline de cette année, par rapport au combat qu'il y a eu, puis aux disponibilités des combattants en fait. Donc je vais commencer directement avec les pré-prélims. Donc les pré-prélims, je vais déjà prendre les 3 combats qui ont été annoncés en fait sur les 3 premiers combats qui ont été annoncés sur la carte. On a Rick Nolan versus Kurt McGee chez les welterweight. On a Damien Pinas versus Andrew Pulaev. Puis finalement on a Alden Corona versus Emmanuel Rodriguez. Donc c'est pour moi des assez bons combats quand même. Euh, Tous ont pratiquement un prospect. Donc Rodriguez, Pinas, c'est 2 très bons prospects dans leur catégorie. Puis moi, je ne vais pas les intégrer nécessairement dans les prélims. Je trouve que ça fait quand même des beaux pré-prélims pour la carte, donc je vais le laisser comme ça en fait. Puis pour les prélims, en fait, c'est là que j'ai intégré certains combats qui sont pas présents, parce qu'on s'entend qu'il y a quand même plusieurs combats qui ont déjà été annoncés, donc je ne peux pas complètement remplacer la carte, mais je vais commencer notamment avec Chris Gutierrez versus Said Nomagomedov. Donc ça, c'est un combat qui n'est pas présent sur la carte chez les Bantamweight. C'est 2 combattants qui n'ont pas du tout combattu chez les Bantamweight cette année, en fait, en 2026. Puis tous les deux, en fait, ont été classés par le passé. Tous les deux sont des très bons strikers à distance, avec les kicks notamment. Donc je pense que ce serait un bon combat chez Bantamweight pour ouvrir la carte. Comme je l'ai mentionné justement, ces 2 anciens classés qui ont une bonne expérience. Sen Nurmagomedov a perdu contre Bryce Mitchell notamment dans son premier combat chez les Bantamweight. Puis ça pourrait être intéressant de le revoir se battre contre un adversaire de assez bon niveau comme Gutierrez pour éventuellement réintégrer le top 15. Puis je pense qu'en fait, ça a le potentiel d'être un très beau combat technique ou c'est un combat qui va être très bas en volume, assez peut-être plate, assez long. Mais je pense quand même que le match-up en termes de skills, en termes d'attrait technique est très intéressant pour moi. Donc c'est pour ça que j'ai intégré directement dans la carte. Prochainement, combat qui est déjà sur la carte en fait, donc Marvin Vettori versus Ismaël Nordiev chez les poids moyens. Euh, Autre combat sur la pente descendante de Marvin Vettori dans sa carrière. On l'a vu perdre contre un Roman Dolidze. Puis là, c'est un combat contre quelqu'un qui n'est pas classé depuis très longtemps. Je ne vais pas faire mes prédictions pour le moment, mais c'est un combat qui n'est pas exceptionnel non plus. Je pense quand même que Gutierrez contre Nurmagomedov est un combat qui est plus intéressant pour moi. Puis le prochain combat, justement, ça va être un combat que j'ai mis moi-même. Donc je veux intégrer un combat féminin parce que avec les grosses cartes qu'ils vont faire pour la fin d'année, donc moi je pense avec tous les champions qui vont se libérer, je pense qu'ils vont moins laisser de place peut-être au combat féminin, puis je pense que c'est peut-être intéressant d'en mettre. Puis c'est un des plus gros combats qu'on peut faire en fait chez les poids pailles féminins. Donc on a Virna Jandiroba versus Tatiana Suarez. Donc tous les deux sont les top contenders chez les poids pailles. Les deux sont battus pour la ceinture assez récemment. Donc on a Suarez qui s'est dominé par Zhang Weili. Puis on a Jandiroba qui a perdu de assez peu contre Mackenzie Dern l'année dernière pour la ceinture vacante. 2 très bonnes grappleuses. Tatiana Suarez est probablement la grappleuse la plus dominante entre les deux. Beaucoup de finish. Elle a une soumission très rapidement en début d'année contre Lupi Goutinez. Puis Jandiroba a eu également une victoire cette année. Je pense que Jandiroba est peut-être plus polyvalente que Suarez, mais c'est un assez beau match-up quand même chez les Popeyes féminins, qui pour moi a sa place quand même sur le haut des prélims d'un pay-per-view en 2026. Puis finalement, pour clore les prélims,
J'ai mis Johnny Walker sur Mick Parkin, qui est déjà annoncé justement. Donc, les 2 combats qui sont déjà annoncés dans les prélims, c'est Johnny Walker et Marvin Vettori. C'est le début chez les poids lourds pour Johnny Walker. J'ai assez hâte de voir si son menton va tenir. Probablement que c'est peut-être moins risqué pour lui sur Saint-Ézanne parce que tant qu'à se faire KO très facilement chez les light heavyweight, autant donner sa chance chez les heavyweight qui sont moins rapides, moins vifs. Puis il est très grand quand même, il a quand même un frame, une allonge pour les heavyweight. Puis Mick Parkin, c'est un combattant qui était classé justement par avant chez les heavyweight, qui par son inactivité s'est fait un peu dépasser par d'autres prospects. C'est un bon prospect provenant de l'Angleterre chez les poids lourds. Il est assez inactif justement. Mais il est perdu de très peu contre un Marcin Tybura par le passé. Donc c'est toujours quelqu'un qui traîne autour du début du top 15 chez les poids lourds. Donc je pense que c'est un bon combat d'entrée pour Johnny Walker. Puis le nom en fait de Johnny Walker par lui-même, pour moi, peut lui donner une place à la tête des prélims dans le C332. Cependant, son dernier combat était très très plat, très lent, assez difficile à regarder pour les fans contre Dominick Reyes. Mais bon, je pense quand même que son potentiel de KO va augmenter un peu en montant chez les poids lourds. Puis Mick Parkin, c'est pas le même niveau que Dominick Reyes. Donc le combat reste assez intéressant quand même. Là, on va marquer sur la carte principale, donc les combats qui sont intéressants. Pour ouvrir la carte, j'ai mis Ateba Gauthier versus Roman Kopylov. Donc c'est là ici que j'ai apporté mes nuances. Parce que dans les combats qui sont annoncés pour moi, je pense que c'est un combat qui pourrait, de manière réaliste, faire ouvrir une carte principale. Kopylov, assez bon combattant chez les poids moyens, très bon striker, qui a eu du mal contre certains combattants, notamment contre Gregory Rodriguez. Il a perdu contre Paulo Costa, etc. Mais il a réussi à avoir une victoire contre Marco Tullio cette année. Donc il est très proche du top 15. C'est un beau step-up pour Ateba Gauthier. Ateba Gauthier, c'est un peu une étoile montante que le C essaie un peu de pousser de l'avant avec beaucoup de KO, comme par exemple Ozzy Diaz en début d'année qui a KO. Donc ça va être assez intéressant quand même de le voir contre un très bon striker contre Kopylov. C'est clairement le meilleur striker contre qui Gauthier s'est battu dans sa carrière. Mais ma nuance, c'est que potentiellement que s'il mettrait des combats meilleurs que je le crois, donc pour être ça réaliste, si on est quand même à un mois et demi, 2 mois d'avance, je pense pas qu'ils vont bombarder la carte de gros fights classés. C'est pour ça que je l'ai mis en début des cartes principales. Mais si on se dit dans la mensualité qu'on remplit la carte principale de combattants classés, on pourrait notamment le descendre dans les prélims. Puis là, on pourrait enlever un combat que j'ai mis en fait. Mais bon, pour l'attrait de ma carte, je l'ai mis en début de carte principale. Ça reste un très bon combat hors du classement chez les poids moyens. Là ici, on est encore sur un autre combat en fait qui est annoncé. Ce combat-là, c'était sûr à 100% qu'il est sur la carte principale. Donc c'est des Figueiredo versus Talbot chez Bantamweight. Donc Talbot, c'était très long avant qu'il y ait un combat d'ici la fin de l'année dernière contre Henry Cerudo. Mais là, il est près du top 10. Ils ont enfin donné un combattant dans le top 10 qui est Figueiredo, qui est sur une très mauvaise série de défaites. Corey Sandhagen, Song Yadong, Umar Nurmagomedov. Ça reste tous des combattants élites dans la catégorie. Mais Talbot, c'est pas le plus gros défi, on s'entend, pour lui pour intégrer le top 10. Mais ça reste un assez bon combat quand même. Talbot, c'est quand même un nom, un prospect, c'est un peu une genre d'étoile montante également chez Bantamweight. Figueiredo, c'est l'ancien champion qui est sur une pente descendante. Il reste quand même assez difficile et bon techniquement pour le haut niveau. Mais bref, si par exemple on enlève Ateba Gauthier, comme je l'ai mentionné plus tôt, là on pourrait justement descendre Figueiredo pour ouvrir la carte principale, puis là on pourrait mettre d'autres combats au-dessus. Mais pour le moment, je l'ai mis en deuxième combat de la soirée sur la carte principale. Ensuite, Michael Morales versus Uros Medic. Donc c'est là en fait, c'est le combat qui a été très difficile à matcher pour moi parce que les deux combats qui viennent sont plus faciles un peu. Le main event en fait est assez prédictible. Si on regarde un peu tous les champions, comment ils en sont dans leur année, dans leur carrière. Mais Michael Morales, je l'ai vu beaucoup sur Instagram en fait poster des posts avec des téléphones, avec lui qui s'entraîne un peu en mode camp d'entraînement. Puis étant donné que la carte 333 est annoncée au complet, je ne devrais pas poster des trucs comme lui qui montre un combat futur si le combat est dans 3-4 mois. Donc je pense vraiment que si il prend un peu cette direction-là sur son Instagram avec les publications qu'il fait,
Je pense peut-être pour montrer un combat qui est plus proche. Donc c'est pour ça que je le mettrais à la l'UFC 332. Puis pour Ross Medis, je dirais que ça a été très difficile en fait à choisir. Parce que l'intégralité pratiquement des welterweight est impossible à se battre en fait, aussi près en fait. La plupart des tops viennent soit de se battre, soit ils ont perdu trop récemment, ou ils ont des combats déjà en fait choisis. Donc si on prend par exemple Mike Malott, Joaquin Buckley, Sean Brady, Bonfim, les quatre ont des combats déjà de bouquet. On a Ian Gary qui vient de se battre. On a Prates qui veut attendre pour la ceinture. On a Jack Maddalena qui a une grosse guerre, qui risque pas de revenir avant la fin de l'année. Donc ça enlève beaucoup de gens. Puis Ross Medic, c'est quelqu'un qui est très actif. C'est quelqu'un qui a une montée très rapide, puis il y a beaucoup de KO. Donc ce combat, c'est vraiment un banger qui risque vraiment de finir en KO en fait dans le combat. Les deux frappent extrêmement fort. Pour ça, je trouve ça assez intéressant de le mettre par rapport à d'autres combattants, comme par exemple Len Edwards ou Amosov, que je vais en parler plus tard. Puis Ross Medic, en fait, il s'est battu en début d'AOU, en fait, au tout début d'AOU, mais il s'est pris vraiment aucun dégât. Donc le combat a duré 30 secondes contre Drake Rodriguez. Puis je pense que 2 mois par après, il serait capable de revenir en fait contre Michael Morales. Puis avec la série de KO qu'il a, ça m'étonnerait pas du tout qu'il donne Michael Morales pour lui parce que l'UFC, généralement, il récompense ce genre de style-là de combat. Puis pour Michael Morales, justement, comme il semble pas vraiment être le prochain tout à fait, ce serait quand même une belle victoire à avoir, même si Ross Medic n'est pas dans le top 10. C'est toujours bon pour lui d'entretenir d'avoir une victoire comme ça. Puis ça lui permettrait peut-être de sécuriser davantage sa place pour la ceinture. Mais bon, pour moi, ça reste un très beau combat. Probablement que ça va sonner justement très tôt par un énorme KO. Les deux frappent très fort, ont une très bonne portée, etc. Puis là, c'est les deux premiers combats de la carte. Donc le main event et le co-main event. Probablement que dans les leaks que vous voyez, les gens qui construisent des cartes, probablement que c'est les deux combats que vous avez vus. Donc j'étais un peu obligé de les mettre. Donc premier combat, c'est Prochaska versus Paulo Costa. Prochaska sur son Instagram, je le vois un peu poster des vidéos de lui qui s'entraîne, c'est ça, comme s'il montrait peut-être un début de camp d'entraînement. Puis Paulo Costa, il s'est battu en début d'année, qui a eu un KO contre Murzakanov. Il a subi très peu de dommages. Donc si on veut boucher un peu des trous, c'est un très beau combat qu'on pourrait intégrer. Puis si Hülberg ne revient pas avant 2027, on pourrait même mettre ce combat-là comme un combat pour la ceinture intérim chez les light heavyweight. Donc ça pourrait vraiment racheter davantage de cachet à la carte. Parce que les main events, je vais le dire tout de suite, c'est un main event féminin. Souvent, les main events féminins, c'est pas les main events qui ramènent le plus de spectateurs sur une carte. Donc c'est pour ça qu'avoir un co-main event pour un combat intérim, ça peut racheter beaucoup de cachet justement à la carte. Puis ce combat-là, en fait, pour moi, c'est le genre de main event qui peut carry une carte. Parce que Prochaska, c'est un des plus grands combattants en termes de divertissement, de fans. Elle le sait qu'il y a une grosse fanbase. Il est numéro 2 dans sa catégorie. Il se bat quasiment toujours contre le top du top pour les ceintures, etc. Puis Paulo Costa, c'est un très grand nom. Il s'est battu également pour la ceinture par le passé. Il y a beaucoup de fans sur les réseaux sociaux. Puis c'est deux combattants du top 5, donc environ top 5, top contender. Le gagnant pourra se battre pour la ceinture éventuellement. Donc c'est là de gros co-main event pour moi pourrait un peu racheter un peu de poids sur la carte, puis compenser peut-être un main event qui intéresse peut-être moins les fans, qui a fait Valentina Shevchenko en fait. Mackenzie Dern vient juste de se battre. Kayla Harrison, probablement qu'elle va se battre en fin d'année. Elle s'est blessée en début d'année. Peut-être premier trimestre d'année, elle s'est blessée au cou. Peut-être pas tout ça qu'elle va revenir. Puis Shevchenko, ça fait 1 an qu'elle s'est pas battue en fait pratiquement. Donc elle s'est battue l'année passée à l'UFC 322. Puis elle a défendu sa ceinture contre Sang Weili. Puis Natalia Silva, elle, ça fait très longtemps qu'elle s'est pas battue également. Elle avait battu à l'UFC 315. Elle avait battu Alexa Grasso. Elle avait dominé debout. Puis elle est numéro 1 en fait. Donc c'est vraiment le champion contre le numéro 1 dans sa catégorie. C'est un combat, tous les deux en fait en termes de skills techniques, là, on peut dire ce qu'on veut, probablement que ça va pas être la guerre de l'année. Shevchenko dans sa carrière tend à aller avec des game plans plus efficaces, moins dans le divertissement, moins dans la guerre. Mais les deux sont très très bonnes debout. Natalia Silva c'est probablement, si ce n'est pas une des meilleures strikers de la catégorie en ce moment. Surtout que Shevchenko, peut-être qu'elle va quitter son prime éventuellement, ça va arriver à un moment donné. Donc je pense que Shevchenko va quand même avoir un avantage avec le grappling, etc. Mais bon, voici la carte. Donc pour revenir rapidement à la carte principale, on a Morales, Ross Medic, Figueiredo, Talbot, Gauthier, Kopilov, Prochaska contre Paulo Costa, Shevchenko, puis Silva pour conclure la carte principale.
C'est pas une énorme carte que j'ai construite, on peut s'entendre là-dessus. Je veux pas vous vendre du rêve, dire je trouve que c'est vraiment une intéressante carte. C'est une carte qui est pour moi réaliste et que si on compare notamment aux cartes qu'on a eues plus tôt dans l'année, elle se débrouille pas si mal. Le C330, donc Makachev contre Gary, est une moins bonne carte que ça pour moi. Puis même la carte de McGregor contre Masoloway était pas si stack que ça non plus. C'est vraiment on garantit en fin d'année des gros combats, des grosses cartes remplies. Moi, j'accepterais ce genre de carte-là personnellement. Mais par après, c'est là qu'on va rentrer dans les match-ups potentiels de est-ce qu'on peut changer certains combats de la carte principale, est-ce qu'on peut racheter d'autres combats en enlevant notamment Gauthier contre Kopilov, la carte principale. Donc voici les match-ups potentiels. Donc, premièrement, chez les welterweight, il y a vraiment que 3 combattants que j'ai vu de libre pour se battre contre Morales. Donc on a Medic que j'ai mis combat, on a Amosov puis on a Edwards. Le reste, vraiment tout le monde est indisponible comme j'ai dit plus tôt. Cependant, Edwards par exemple, après 2 défaites par finish comme ça, je ne devrais pas se rebattre en remontant jusqu'en haut pour se battre contre le 3e. Donc ça n'a pas vraiment de sens. Puis Amosov, je ne sais pas si je le verrais se battre contre Morales avec si peu de temps d'avance. Généralement, ce genre de grappler-là, un peu d'Europe de l'Est, ils prennent beaucoup de temps avant leur combat pour prendre le combat avec leur camp d'entraînement, etc. Cependant, si on enlève Ateba Gauthier, la carte principale, on pourrait peut-être même Amosov contre Edwards, ça pourrait être un beau combat également. Cependant, chez welterweight, on pourrait rajouter. Mais Medic, pour moi, c'est lui qui faisait le plus de sens entre les 3 pour se battre contre Morales. Si on va du côté des poids plumes, on a Kevin Valeros qui va devoir se rebattre d'ici la fin de l'année, qui s'est battu en début d'année contre Josh Emmett. Puis il a complètement dominé son combat. Puis pour moi, ça ferait du sens de racheter sur cette carte-là, en fait, qui arrive dans 2 mois. Puis on a Leon Murphy qui serait disponible contre lui. Ça, c'est un des combats que j'ai vu qui serait très réaliste, notamment. Je préférais mettre Michael Morales quand même sur la carte à cause de ses publications Instagram, qui me laissait plus penser d'un combat qui arrivait bientôt. Puis ensuite, on a Rodriguez. Rodriguez s'est blessé pour son combat de l'UFC Noche contre Jean Silva. Est-ce qu'un mois plus tard, il serait prêt à revenir? Peut-être. Donc c'est pour ça que je l'ai intégré ici pour être sûr. Mais bon, Kevin Valeros, ça ferait du sens de racheter cette carte-là. Puis je l'ai pas moyen, j'ai vu beaucoup de gens aussi lancer des combats comme ça. Donc Joe Pfeiffer qui serait sa carte principale. J'ai vu beaucoup de Joe Pfeiffer contre Brendan Allen. Par contre, Brendan Allen, il y a eu une guerre contre Shabazian assez récemment quand même, donc dans le printemps. C'était un combat sur 3 rounds, etc. Je sais pas s'il serait prêt à revenir si tôt. Puis on aurait K.O. Borralho peut-être disponible aussi. Mais Borralho, c'est un fighting nerd, etc. Il coach beaucoup aussi. Est-ce qu'il serait prêt à prendre un combat si près de la carte d'échéance? Je suis pas certain. Mais je le mets quand même ici parce que ça revient beaucoup en ligne. Donc Joe Pfeiffer, ça serait un beau combat à racheter sur la carte également. Mais bon, voici la carte que j'ai créée. Avec ces nuances-là, ces match-ups potentiels-là, je vais booster la discussion pour vous. Si jamais vous avez des avis en commentaire. J'aime bien faire ce genre de vidéos-là, créer des casques, etc. Puis j'essaie quand même de rester assez réaliste. Je veux pas l'UFC nous habitue quand même à avoir entre-temps des cartes qui sont moins remplies un peu. Sachant qu'on a eu la Maison Blanche, une des grosses cartes cette année. Donc voilà ma résolution pour le problème de la carte 332. Merci d'avoir écouté, ciao ciao.